C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans l'Afrique en mouvement. Dans cette émission, nous allons découvrir ensemble les initiatives qui témoignent de l'Afrique résiliente et innovante, un continent qui bouge. Le point de l'actu relatant les principales informations de la semaine et le best-of qui passe en revue nos différentes émissions sont les points majeurs de ce rendez-vous de l'actualité africaine. Tout de suite, nous démarrons la première partie avec la Côte d'Ivoire. Je le disais, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la caravane La Voie du co-développement, les responsables de Midi 1 TV Afrique ont lancé lundi dernier à Abidjan la journée de la Côte d'Ivoire. Le 5 décembre prochain, les antennes de la télévision seront entièrement consacrées à ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, mettre en lumière le développement amorcé par la Côte d'Ivoire depuis quelques années. Suivons notre reportage. La journée de la Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans le cadre de la caravane La Voie du co-développement, initiée par Midi 1 TV Afrique, aura lieu le 5 décembre prochain dans la capitale économique ivoirienne. Durant 24 heures, la chaîne de télévision va mettre en lumière les progrès enregistrés par le pays. Elle donnera en outre la parole aux décideurs et à l'ensemble des acteurs économiques, sociaux et culturels qui contribuent au rayonnement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un exemple à suivre. Il faut mettre en valeur ce qui se passe. Il faut attirer l'attention des autres pays sur cette dynamique. Il faut montrer aussi au reste du monde, hors continent, qu'on est un continent qui bouge, qui avance, grâce à sa jeunesse, à la dynamique et à la nouvelle mentalité aussi qui commence à exister chez les dirigeants de pays africains. Après une première édition au Sénégal, la deuxième édition de la caravane La Voie du co-développement va refermer ses portes avec une conférence débat autour du thème « Côte d'Ivoire à l'orée de l'émergence » et la remise du trophée de l'émergence. À Dakar, la cérémonie de clôture de la deuxième édition de la Semaine africaine du tourisme était l'occasion de célébrer la Journée mondiale du tourisme qui s'est tenue le 27 septembre dernier dans le monde entier. Le thème de cette seconde édition est l'impact du tourisme dans la croissance économique en Afrique. Délégués de l'industrie du tourisme, partenaires et entreprises touristiques ont pris part à cet événement. Reportage de Lorita Simbou et Oumba Yondir. Réunir les leaders du tourisme africain pour débattre des défis et enjeux majeurs dans le secteur et favoriser les partenariats entre acteurs de la sphère touristique africaine sont les grands objectifs fixés par la deuxième édition de la Semaine africaine du tourisme à Dakar. Selon les organisateurs, le tourisme est un secteur à fort potentiel de développement sur le continent. Le tourisme de façon générale a cru de l'ordre de 40-50% pratiquement. Mais dans cette croissance, il faut l'apprécier différemment. Au niveau de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre, la croissance n'a pas dépassé 10%. Ça veut dire qu'on n'a pas à se décourager, ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre encore très importante. Pour que le tourisme puisse se développer davantage, Donald fait appel à l'implication du secteur privé et de la jeunesse. La production de l'offre touristique ne peut pas se faire par le gouvernement. La production d'une offre touristique doit se faire par le privé. Le troisième élément, qui est aussi le plus important, c'est que le tourisme ne peut pas se développer sans formation continue. Et c'est vraiment à cet instar que nous souhaitons encourager les jeunes qu'ils puissent commencer à créer des entreprises touristiques. Si vous aimez la nature, rendez-vous au Maroc pour un voyage écolo sur le site d'Arougou. Vous y découvrirez des paysages à couper le souffle. Situé dans la région de Kenifra, la ville rouge, qui dispose d'une grande biodiversité et des paysages naturels très diversifiés, Arougou est une merveille située au cœur des montagnes du Moyen Atlas. Le reportage de Mohamed Richi sur un récit de Souel Jalil. Nous essayons de préserver notre environnement en n'utilisant que des ressources dites propres. Nous veillons également à ce que nos services hôteliers soient toujours excellents pour drainer plus de touristes et créer des opportunités de travail. Ce qui distingue la beauté naturelle de Khnifra, c'est ses régions boisées, une diversité végétale impressionnante. Khnifra dispose aussi d'une richesse hydrique très généreuse, avec une dizaine de lacs et de rivières, à l'image notamment du lac Aglmem Ezgza, le lac Bleu ou encore Ouad Marbiah.
Dans la région, le tourisme demeure l'un des rares secteurs à générer de l'emploi. En effet, et dans un manque flagrant des unités hôtelières, les maisons d'hôtes et les auberges constituent les seules structures où les visiteurs peuvent passer leurs vacances. Toujours dans le royaume du Maroc, Mehdi Zahiri a été choisi parmi des centaines de candidats pour assister au sommet des jeunes sur le climat il y a un peu plus d'une semaine à New York, au siège de l'ONU, et ce, à l'invitation du secrétaire général des Nations Unies. Ce jeune militant associatif travaille pour le Fonds vert pour le climat en Corée du Sud. Le récit d'Ilham Berada. Je suis Mehdi Zahiri et j'ai 25 ans, je suis marocain. C'est par cette phrase que le jeune militant marocain a entamé un discours à l'ONU la semaine dernière. Le jeune marocain a été choisi parmi 700 candidats pour représenter le Maroc parmi le groupe de militants écologiques qui ont assisté au sommet des jeunes sur le climat à New York à l'initiative du secrétaire général de l'ONU. Le siège des Nations Unies s'est transformé en tribune pour cette figure montante de l'activisme marocain. Son message portait sur l'implication des jeunes dans la prise de décision. Dans son discours, il a également mis en avant les réalisations du royaume qui, je cite, au cours de la dernière décennie, a mis au point une infrastructure d'énergie renouvelable dans tout le pays qui possède désormais le plus grand parc solaire au monde. Cela prouve bien qu'une volonté politique peut amener le changement. Fin de citation. Retour au Sénégal. À la Société nationale de transport Dakar Demdik, une femme marque de par son histoire. Son nom, Sophie Diouk. Elle est la première femme conductrice de bus au sein de cette société. Une tâche qu'elle exerce depuis 2 ans et dans laquelle elle s'y plaît. Nos reporters Daouda Sow et Christian Roland Camoni sont allés à sa rencontre. Suivons. Sophie Diouk est la première femme conductrice de bus à Dakar Demdik. C'est en 2017 qu'elle a été recrutée au sein de l'entreprise suite à un appel à candidature. Dans ce milieu professionnel essentiellement masculin, Sophie s'est très vite intégrée. Pour ce qui est de la conduite, ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Tout le monde peut conduire. Ce qui étonne juste les gens, c'est le gabarit des bus face à la morphologie de la femme. Après Sophie, Dakar Demdik a revu à la hausse le nombre de femmes conductrices de bus. Elles sont aujourd'hui 3, mais pour Sophie, il serait bien qu'elles arrivent à égaler le nombre d'hommes. L'entretien terminé, elle reprend la route. Le devoir l'appelle. Rendons-nous à présent au Mali, où en partenariat avec 9 organisations de la société civile, le projet Mali Justice Project va mettre en place une tribune d'échange dans les 10 maisons des femmes à travers le pays pour recueillir les cas de violences basées sur le genre. La maison des femmes de la commune 5 a reçu le projet pour l'installation de son centre. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko. Du 1er janvier au 31 août 2018, 1742 cas de violences basées sur le genre ont été rapportés contre 833 cas à la même période en 2017, soit une hausse de 109%, dont 52% sont des cas de violences sexuelles. C'est pour arrêter cette tragédie que Mali Justice Project et des organisations de la société civile malienne se sont donné la main pour lancer le projet de prise en charge holistique des victimes de VBJ. Du fait de la vulnérabilité, les femmes et les enfants subissent assez de violences liées à leur statut. Cet état de fait s'est aggravé dans notre pays, eu égard à la crise multidimensionnelle. Donc au niveau des déplacés, des réfugiés et même au moment type de la crise, il y a eu assez de violences basées sur le genre. Ce centre, en plus de l'écoute des victimes, va à travers le projet leur offrir des services de santé, psychosociale et surtout une assistance juridique. Au Niger, les élèves ont regagné mardi dernier les salles de classe. Une rentrée scolaire effective sous l'œil vigilant des autorités ainsi que des parents d'élèves. À Niamey, le démarrage de l'année scolaire 2019-2020 a été donné à l'occasion d'une cérémonie traditionnelle. L'occasion d'un vœu unanime pour la tenue d'une année scolaire sans perturbation. Les détails dans ce compte rendu de notre correspondant Jean-Dibril William. Ils sont 2 700 000 élèves à avoir repris ce mardi le chemin de l'école au Niger. À Niamey, c'est l'établissement Issa Berry qui a abrité la traditionnelle cérémonie de rentrée pour les cycles primaires et secondaires. L'occasion pour autorités et parents d'élèves de vérifier l'effectivité de la reprise. Enseignants, élèves et parents d'élèves sont tous présents à l'école pour que le cours se déroule normalement. Vous avez constaté avec nous aussi que
les fournitures ont été distribuées. Chaque élève arrivé à l'école doit avoir son kit pour un bon enseignement. Après le sommet de l'Union africaine, la ville de Niamey accueille une conférence internationale regroupant cette fois d'anciens présidents africains. 5 personnalités ayant en commun une passation du pouvoir après des élections libres et transparentes. Le forum qui s'est ouvert ce mercredi est organisé par le National Democratic Institute en partenariat avec la fondation Kofi Annan. En Afrique, seuls 35 pays observent une limitation de leur mandat présidentiel. 12 n'ont aucune limite, tandis que 6 d'entre eux ont tout simplement aboli la législation. Une particularité africaine sur laquelle planchent les experts réunis à l'occasion de la conférence internationale pour la consolidation de la démocratie en Afrique. Le forum qui s'est ouvert ce mercredi sera l'occasion d'échanger sur fond de témoignages des anciens chefs d'État invités pour la circonstance, des panélistes pour qui la stabilité des pays est intimement liée au respect des dispositions constitutionnelles, de la pertinence de ces 3 jours de réflexion. Que découvre-t-on aujourd'hui en Afrique? Que malheureusement, dans les États de la CEDEAO et de l'Union africaine, cette thématique suscite encore des soulèvements au sein des États. C'est pourquoi nous espérons et nous voulons que ce sommet ait pour objectif de promouvoir les principes de la gouvernance démocratique. Le choix du Niger comme pays hôte de cette conférence n'est pas fortuit. Le pays n'a en effet jamais connu de transition démocratique depuis son accession à l'indépendance. Aussi, l'actuel président Mahamadou Issoufou a réitéré devant ses pairs son intention de passer la main. Je crois à la nécessité de l'alternance démocratique qui permet la respiration démocratique. Ainsi que je l'ai affirmé à plusieurs reprises, je respecterai scrupuleusement les dispositions de la Constitution de la République du Niger de passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu. En Afrique, les cancers du sein et de l'utérus font des dommages colossaux avec des chiffres dépassant largement la moyenne. Au Gabon, plusieurs structures, notamment la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, mènent depuis 2011 des campagnes sur le terrain en vue de réduire le taux élevé des cas de cancer féminin. Ahmad Eva Kabeni. Pascal, jeune gabonaise, n'a pas attendu une semaine pour connaître son statut cancérologique. C'est une première pour elle dans cette ambulance mobile aux couleurs d'Octobre Rose. Ceux qui ne savent pas comment ça se passe ou qui ont peur de venir voir, toucher du doigt pour au moins être statuées et savoir si elles sont malades ou pas. Après mes 3 ans, je pourrais venir me faire dépister. En 2011, avec la création d'un programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, le Gabon reconnaît l'importance de la prévention et du traitement du cancer dans sa politique de santé publique. C'est dans ce cadre que l'Institut de cancérologie de Libreville ouvre ses portes début 2012. La campagne Octobre Rose, lancée au Gabon en 2013 par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, a été l'occasion de renforcer les actions de sensibilisation, de prévention et de détection sur l'ensemble du territoire national. Un retour en Côte d'Ivoire où le président de la République, Alassane Ouattara, effectue une visite d'État dans le centre-est du pays, précisément dans la région du Hounzi. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie mise en place par l'État ivoirien depuis quelques années. Et dans cette région, l'électrification était attendue depuis très longtemps, comme bien d'autres initiatives de développement. Le reportage de Herman Dogo sur le récit de Stéphane Soumoro. C'est une liesse populaire qui a accueilli le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à son arrivée à Dimbokro dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue dans cette région du Hounzi. Une visite particulière car c'est aussi la ville natale du président de la République. Le président ivoirien et son gouvernement y ont tenu un conseil de ministres comme annoncé. Cette visite d'État a apporté de la joie mais aussi de la lumière. Plusieurs localités de la région ont ainsi été raccordées au réseau national d'électricité. Comme un lycée professionnel sera construit ici, nous espérons qu'il y aura l'adduction d'eau jusqu'ici et dans le village voisin, dans le village de Kogokro. Mais il y a le tronçon Bokana-Dimokro qui sera aussi goudronné et tout cela, nous espérons que ça va booster le développement. Ce sont au total 21 localités qui ont été engagées dans le cadre du PRONER 2020 dans le département de Dimbokro.
Ces travaux feront passer le nombre de localités électrifiées de 20 en 2011 à 41 électrifiées à fin 2020, soit un taux de couverture passé de 28 à 57% à fin 2020. À Dakar, la mosquée Massalikul Jinan a été inaugurée vendredi dernier en grande pompe. Un projet d'une ampleur qui n'avait pas été égalé dans le pays depuis la construction de la mosquée de Touba en 1932. Nous vous proposons de découvrir ce nouveau bijou architectural d'une surface de plus de 10 000 m² dans ce récit d'Alexis Lekogo. Construit sur un terrain de 6 hectares dans le quartier populaire de Koloban à Dakar, le chantier de la mosquée Massalikul Jinan touche à sa fin. Ce sera désormais la plus grande mosquée du pays et l'une des plus importantes d'Afrique de l'Ouest. Cette œuvre architecturale est l'aboutissement de 7 années de travaux financés par la puissante confrérie mouride. Son coût, plus de 20 milliards de francs CFA, soit plus de 30 millions d'euros. « 15 ans après le lancement du projet, la mosquée Massalikul Jinan, autrement dit les chemins du paradis en arabe, pourra accueillir 7000 fidèles dans la grande salle de prière. L'aire des femmes attenantes aura, elle, une capacité de 3000 places, auquel il convient d'ajouter l'explanade extérieure qui, pendant les temps forts comme le mois de Ramadan, pourra contenir jusqu'à 20 000 personnes. Le Sénégal, qui est toujours prêt à opérer sa transformation vers le digital. Le thème était au cœur d'un forum qui s'est tenu mardi dernier à Dakar. Les décideurs politiques et économiques ont planché sur les défis à relever pendant cette période de transition numérique. Reportage signé Régis Moukila. Pour les professionnels du numérique venus assister à ce forum, la transformation du digital au Sénégal doit passer par l'harmonisation du secteur privé, mais aussi la formation au métier du digital. Nous avons entendu ce matin qu'une loi sur les startups est dans le circuit d'approbation, ce qui est en soi une très bonne nouvelle. Il faut également mettre en place tout ce qui concerne l'environnement juridique, la protection des données, et qui donnera la capacité aux entreprises de profiter de cette ère numérique. La stratégie nationale Sénégal numérique 2025 pour un financement global de 1 360 milliards de francs CFA ambitionne la création de plus de 54 000 emplois et de contribuer à hauteur de 10% du PIB. Au Maroc, le lancement de la nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique est prévu pour le début de l'année prochaine. La Direction générale de la Sûreté nationale a veillé à y intégrer des dernières innovations et technologies garantissant un niveau élevé de sécurité. Noa Bazir. Dans un monde de plus en plus connecté, la sécurité des échanges et la protection des données personnelles sont des enjeux majeurs. Pour éviter toute tentative de fraude, la Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place une nouvelle carte nationale électronique. Plus sûre et plus fiable, la nouvelle CNI offrira une identité plus sécurisée. Grâce à la nouvelle CNI, les citoyens marocains peuvent s'authentifier en toute sécurité sur Internet. Les démarches d'obtention de la nouvelle carte d'identité électronique sont faciles à suivre et restent facultatives. Malgré les nouveaux services et les nouvelles fonctionnalités offertes par cette nouvelle carte nationale, on a tenu à ne pas impacter le citoyen, c'est-à-dire qu'on ne va pas augmenter le prix qui sera au maximum égal à celui pratiqué aujourd'hui pour les frais de timbre. Pour la disponibilité, ce sera dès le début de l'année prochaine, à partir de janvier 2020. Place à présent à la deuxième et dernière partie de notre magazine. Et nous ouvrons avec Africa Tech, l'émission consacrée à la technologie sur Midi 1 TV Afrique. Notre reportage s'intéresse à l'entrepreneuriat numérique agricole, un domaine en constante progression malgré quelques difficultés rencontrées par les différents acteurs de ce secteur. Mais il offre toutefois de multiples opportunités. Reportage d'Alexis Lekogo et Umbayundir sur un récit d'Alison Lekogo. Afin d'aider les petits agriculteurs à améliorer leur productivité à moindre coût, et avec l'aide des nouvelles technologies, un groupe d'élèves ingénieurs de l'École supérieure polytechnique de Dakar développe un dispositif innovant qui permet de disposer en temps réel des informations relatives aux besoins en eau des champs afin de faciliter leur irrigation et ainsi améliorer leur rendement. Ça fonctionne grâce à des sondes d'humidité qui calculent exactement les besoins en eau de sa parcelle de culture. Donc l'avantage du système, du dispositif Tolbi, c'est que le petit producteur pourrait
diminuer exactement les pertes en eau d'irrigation qui sont liées aux infiltrations, donc rationaliser les apports exactement. Le producteur pourra connaître les besoins en eau de son champ en temps réel. Mais aussi, c'est sûr que avec l'utilisation de Tolbi, le producteur pourrait améliorer considérablement ses rendements de production, puisque on apporte exactement ce dont le champ a besoin, ce dont la plante a besoin. Donc, avec le contexte de changement climatique, les apports en eau d'irrigation seront rationalisés. L'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine agricole ne se limite pas seulement à l'amélioration de la production. Elle sert également à la vente. Pour aider les structures de transformation à vendre leurs produits agricoles sur le marché local et international, une start-up sénégalaise a créé un site web où leurs marchandises sont disponibles en quelques clics. L'objectif premier est de rapprocher l'offre rurale de la demande urbaine en permettant d'une part aux femmes transformatrices qui sont soit à Dakar ou bien en milieu rural ou dans la banlieue de pouvoir accéder à un nouveau type de marché, écouler leurs produits, avoir une visibilité sur le plan national comme international. D'autre part, nous permettons aux consommateurs de retrouver une panoplie de produits locaux transformés et en quelques clics se faire livrer à domicile. Pour Awakaba, l'entrepreneuriat numérique agricole a un avenir rayonnant. En Afrique, environ 33 millions d'utilisateurs sont inscrits sur des plateformes pour stimuler l'agriculture, selon le dernier rapport du Centre technique de coopération agricole et rurale ACP-UE. Croissance verte, notre magazine dédié à l'environnement fait quant à lui un grand angle sur les éco-villages. Nos équipes se sont donc rendues dans le village d'Oundem, dans l'ouest du Sénégal, où ce concept novateur a été développé. Nous vous proposons un extrait du reportage signé Daouda Sow et Bachir Boudian. La localité est un modèle réussi d'éco-village. Un fils du village qui résidait en France a décidé de revenir au Bercail pour développer sa terre natale. C'est ainsi qu'il a mis sur pied une organisation non gouvernementale et opté pour un modèle économique alternatif avec une place prépondérante accordée à l'écologie. Il a voulu en fait que ce retour au Bercail soit bénéfique, aussi bien pour la population d'Oundem que ses environs. Alors sous la base de ça, il avait démarré sur un GIE, on peut dire quoi, sur un GIE. Alors petit à petit, le GIE a donné naissance à l'association des villageois d'Oundem, qui polarise plus de 15 villages. Et juste après, en fait, cette association s'est transformée en une organisation, une ONG comme on dit, quoi. L'entreprise artisanale est aujourd'hui un passage incontournable pour tout visiteur du village. L'artisanat, la coupe et la couture, la cordonnerie, la teinture sont entre autres activités génératrices de revenus. Le centre est un véritable pourvoyeur d'emplois pour les populations d'Oundem et celles des villages environnants. Terminons avec Africa Chic, votre rendez-vous hebdomadaire qui célèbre la créativité de la mode africaine. Nous nous retrouvons à Dakar, la capitale sénégalaise qui se distingue depuis plusieurs années par un grand événement dans le domaine de la mode, la Dakar Fashion Week. Suivons le reportage d'Alison Lekogo sur un récit de Régis Moukila. Lancée en 2003, la Dakar Fashion Week est désormais un événement phare pour les designers et les amoureux de la mode africaine. Mais si aujourd'hui la mode africaine a le vent en poupe sur la scène internationale, au moment du lancement de la toute première Dakar Fashion Week, l'engouement était loin d'être le même. Je pense qu'il y a un vivier encore très frais, on ne suit pas les cahiers de tendance comme en Europe où toute la saison tout le monde fait du gris parce que c'est les cahiers de tendance. Ici c'est quand même assez instinctif, c'est assez libre la création et du coup je pense que certains créateurs ou certaines maisons de couture se penchent vers l'Afrique pour avoir cette fraîcheur et tout ça combiné fait qu'en 17 ans on a une évolution énorme et une visibilité de plus en plus grande. La Dakar Fashion Week a pour ambition de propulser les jeunes stylistes sénégalais et africains sur la scène internationale. Parmi eux,
2 Ivoiriennes, Simone et Élise. Elles se sont lancées dans la mode il y a 2 ans. Elles participent pour la première fois à la Dakar Fashion Week où elles ont présenté une collection orange et noir, symbole du feu et de la royauté, ornée de peintures sur tissu pour rendre hommage à la femme africaine. Le credo de ces 2 amies d'enfance, marque et offert l'identité africaine. On a eu souvent l'habitude de porter des habits occidentaux. Pourtant, nous aussi, on a des merveilleux talents, on a plein de richesses que les Occidentaux prennent aussi pour faire des produits. Donc on a toutes ces richesses-là, donc pourquoi pas les utiliser nous-mêmes? C'est la fin de l'Afrique en mouvement. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique. À très bientôt.